Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin du Cold Winter Challenge. C'est terminé aujourd'hui, c'est donc l'heure du bilan. Je crois que vous commencez à savoir ce que c'est que le Cold Winter Challenge. C'est un challenge littéraire où on lit des livres en rapport avec l'hiver, le froid et les fêtes de Noël, évidemment. C'était ma deuxième participation et comme l'année dernière, c'était vraiment super chouette d'y participer, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime bien faire des lectures sur un thème précis, je trouve ça vraiment sympa. Donc merci encore à Margot Liseuse d'avoir organisé ce challenge et peut-être rendez-vous encore l'année prochaine. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus pour le challenge, je vais vous donner mon avis, mais si vous voulez une chronique écrite un peu plus complète, n'hésitez pas à venir sur pugoscope.fr. On commence avec Le Pays des Contes, tome 2, Le Retour de l'Enchantresse, par Chris Colfer, et c'est aux éditions Michel Lafon Poche. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans une précédente vidéo, j'avais plutôt bien aimé, c'était hyper frais, bourré de péripéties et plein d'humour. Ça j'avais bien aimé. On était donc sur de la réécriture de contes où nos deux jumeaux, Alex et Connor, se retrouvaient propulsés dans le Pays des Contes, là où tous les contes ont pris vie. Et ils devaient surmonter tout un tas d'épreuves pour pouvoir rentrer chez eux. Alors ce tome 2, eh bien il m'a tout aussi plu, j'ai vraiment bien aimé. On va donc retrouver nos deux jumeaux Alex et Connor qui sont chez eux dans ce monde sans magie et ils s'ennuient carrément et ils ont qu'une hâte, c'est de retourner au Pays des Contes, ce qui va pas tarder puisque leur mère va se faire kidnapper. Et en plus de ça, on a l'enchanteresse Esmia qui fait son grand retour, plus puissante et plus méchante que jamais, un peu comme la Team Rocket. Alors, si ce tome 2 m'a beaucoup plu, en revanche, comme toujours, j'ai des points négatifs. Là, on n'est vraiment pas sur une histoire hyper originale, encore comme le tome 1. Et globalement, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on est vraiment sur la même trame que le tome 1. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle quête d'objets magiques, des péripéties, en veux-tu en voilà, des nouveaux personnages, on va voir la Reine des Neiges, la belle-mère, la méchante belle-mère de Cendrillon, etc. Donc ça fait un peu redondant puisqu'on a voilà le même schéma qui se répète. On a un rythme un peu lent au début du roman pour au final rusher un peu sur la fin. C'est un peu dommage, j'aurais préféré voilà un rythme un peu plus homogène. Au-delà de ça, les personnages ont une bonne évolution et j'ai bien aimé les nouveaux personnages et comment ils sont traités. J'ai trouvé qu'il y avait il y avait des choses intéressantes dans ce livre. Mais pour moi, le gros point fort du livre, c'est le personnage de Rouge. C'est le petit chaperon rouge, elle est juste, mais elle est hilarante, elle est trop bien. C'est la caricature de la princesse complètement nunuche et superficielle qui veut, quand elle part à l'aventure, prendre ses 50 valises avec elle, avec ses 50 capes, ses 50 bottines et je sais pas quoi. C'est super drôle. C'est une vraie caricature et moi j'aime beaucoup, c'est vraiment ça que j'aime bien dans le Pays des Contes, c'est le côté humour et le fait que j'ai l'impression que l'auteur ne se prend pas trop au sérieux et ça fait du bien vu que c'est pas l'histoire la plus originale du monde, voilà. Donc voilà, c'était un bon tome, ça se laisse lire, c'est vraiment sympa, je pense que pour les enfants c'est top, et j'ai bien aimé la fin qui nous laisse penser que le tome 3 aura peut-être une trame différente, donc oui j'espère vraiment qu'on va pas avoir encore le même schéma qui va se répéter, donc j'ai hâte de lire le tome 3. On continue avec du Neil Gaiman et Odd et les géants de glace, et ça c'est chez Albin Michel. Ça c'est un tout petit conte pour enfants qui est illustré par Brett Elquist. C'est vraiment le genre de conte qui se lit d'une traite quand on est adulte, ça se lit très très vite, c'est écrit très gros avec de très grosses marges, et j'ai vraiment adoré. Ici on va se retrouver en Scandinavie où on va suivre le personnage de Odd qui est un petit garçon un peu bizarre, qui parle pas beaucoup mais qui a tout le temps le sourire malgré le fait qu'il va perdre son père dans une expédition viking. En plus de ça, le petit Odd il a vraiment pas de chance puisque un arbre va lui tomber dessus et le rendre boiteux à jamais. Et un jour qu'il est dans la forêt, il va délivrer un ours d'un piège, ce qui va l'entraîner dans une histoire assez fantastique et merveilleuse, un peu flippante aussi quand même, dans un autre monde où les géants de glace ont pris le pouvoir. Comme d'habitude avec Neil Gaiman, j'ai adoré, on commence à avoir l'habitude. Je m'attendais pas à avoir un conte aussi mythologique, mais j'aurais dû y penser de la part de Neil Gaiman, ça semble assez logique, puisqu'on va retrouver les personnages de la mythologie nordique,
Thor, Odin, etc. Et ça c'est vraiment chouette, et ça peut être super cool pour les enfants, et ça peut leur permettre de découvrir cette mythologie nordique, et de pouvoir plus tard ensuite lire son livre sur la mythologie viking, que je n'ai toujours pas lu, mais cela ne saurait tarder. Au-delà de ça, c'est un petit conte vraiment super agréable à lire, plein de bon sens, plein de bonnes valeurs, et c'était super bien. Ensuite, j'ai lu un conte philosophique qui s'appelle L'étoile polaire de Mylène Farmer et Michel Onfray. En tant que grande fan et groupie de Mylène Farmer, évidemment, je me devais de posséder ce petit conte philosophique écrit par Michel Onfray, qui est un philosophe français, et qui est dessiné par Mylène Farmer. Vous savez, Mylène Farmer dessine pas mal. On a déjà pu voir ses dessins dans le clip C'est une belle journée. On va retrouver là son petit personnage au fil des pages. Et puis j'avais déjà lu un autre conte, là, qui a été écrit et dessiné par Mylène Farmer. C'était Lisa, Lou et le conteur, que j'avais beaucoup aimé, qui était très sympathique. Donc je me suis dit que ce serait bien de compléter la collection. Là on est vraiment sur un tout petit livre, donc il va être difficile de faire un résumé, parce que déjà c'est philosophique, donc il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, c'est assez abstrait, et du coup c'est vraiment pas du tout pour les enfants. On va suivre le petit garçon d'un fermier qui va rêver de choses assez étranges, d'un arbre-monde, de snécards en feu, de créatures venues d'ailleurs, de la constellation de la baleine. Voilà, on est dans une histoire assez onirique qui du coup n'a pas vraiment de continuité, on passe un peu du coq à l'âne et tout, donc c'est vraiment assez abstrait. Et ouais, on comprend rien en fait. On va avoir des thèmes abordés comme la mort, le temps qui passe, le retour à la terre natale, etc. Mais voilà, c'est un conte de 60 pages, il y a peut-être 5 lignes par page, donc c'est très court, donc je sais pas. Après j'ai bien aimé là aussi qu'on retrouve des éléments de la mythologie nordique, comme l'arbre-monde, donc Yggdrasil, donc là encore voilà, ça fait le lien avec le Neil Gaiman, et donc ça j'aime bien, mais au-delà de ça, bon, il y a pas vraiment d'intérêt à le lire. En revanche, j'aime beaucoup les dessins de Mylène Farmer, ce sont des aquarelles toutes légères, toutes tremblotantes et poétiques que j'aime beaucoup. Donc vraiment ça, c'est pour les fans de Mylène. Sinon, je sais pas trop qui aurait vraiment envie de le lire. Mais c'était quand même, voilà, c'est sympa, je suis contente de posséder l'objet. On continue avec Le Loup-garou et autres nouvelles de Boris Vian. La seule autre fois où j'ai lu du Boris Vian, c'était pour le collège, où on nous avait forcé à lire L'écume des jours, et j'avais vraiment rien compris. Faut dire que Boris Vian a un style très spécial, et je pense qu'au collège, c'est pas une bonne idée de nous faire lire ça. Du coup, j'étais très fâchée avec Boris Vian, et depuis, je n'avais vraiment pas du tout envie de lire un autre de ses livres. Pourtant, celui-là, ça fait au moins 20 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Mais je sais pas pourquoi, là, Le Loup-garou, ça m'a donné envie, puis je me suis dit, tiens, des nouvelles, ça peut être peut-être pas mal pour renouer avec Boris Vian, pour voir si cette fois je comprends. Et voilà. Donc là, on est sur des nouvelles, il y en a 13 qui ont été écrites entre 1945 et 1952, et bah j'ai eu bien fait de le lire, j'aurais dû le lire avant, parce que vraiment ça m'a réconciliée avec Boris Vian, peut-être que je relirai L'écume des jours un jour. Par exemple, dans la nouvelle sur le loup-garou, on va suivre un loup-garou végétarien qui un jour va se faire mordre par un homme, et du coup, tous les soirs de pleine lune, il va se transformer en homme. Et c'est horrible pour lui. Dans L'amour est aveugle, on va avoir un brouillard qui va s'étendre sur toute une ville, et c'est un peu comme dans The Mist de Stephen King, sauf que là ça va pousser les gens à une grande lubricité, et la fin est assez ignoble. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'originalité des histoires qui sont présentées, mais surtout j'ai vraiment adoré le style d'écriture de Boris Vian, qui est hyper original, qui est pas toujours facile à suivre, hein, mais qui est plein d'humour et plein de jeux de mots et vraiment plein de jeux de mots. C'est un auteur qui joue énormément avec l'absurde, et du coup, ouais, je comprends qu'au collège ça passait pas trop. Après, il y a également une grande noirceur chez certains personnages, un côté assez malsain qui du coup plaira pas à tout le monde, mais vous savez que moi j'aime bien ce qui est un peu bizarre et tout, donc j'ai bien aimé. Et voilà, et puis Boris Vian, il arrive à jouer avec les conventions, à les retourner, que ce soit celles de la société de l'époque ou des conventions littéraires, et c'est vraiment, vraiment bien foutu,
Et du coup, j'ai vraiment envie de lire autre chose de Boris Vian parce que c'était cool. Donc si vous avez des recommandations de livres de Boris Vian qui pourraient me plaire, mettez-les dans les commentaires. On continue avec La Dame en Noir de Susan Hill. J'ai entendu parler de ce roman grâce à son adaptation cinématographique, enfin sa deuxième adaptation cinématographique qui est sortie en 2012 avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal. Et en dehors du fait que ce film avait été vraiment présenté comme un film vraiment d'horreur et de fantômes, alors que c'était pas du tout le cas, j'avais quand même bien aimé le film et du coup ça m'avait donné envie de lire le livre. Là on se retrouve dans l'Angleterre du début du XXe siècle, dans un mois de novembre vraiment froid et très brumeux, enfin vraiment à l'anglaise quoi. Du coup nous on va suivre le personnage d'Arthur Kipps qui est un jeune notaire londonien qui va partir dans le nord du pays dans un coin vraiment paumé pour s'occuper des funérailles et du testament, enfin des papiers d'une vieille dame fraîchement décédée qui s'appelait Alice Drablow. C'était une vieille femme qui habitait seule dans le manoir des Marais, vraiment presque comme une ermite. Et arrivé sur place, le jeune notaire, dans ce lieu vraiment très isolé et très campagnard, va se rendre compte qu'il y avait des choses pas très nettes qui se passaient autour de ce manoir et dans la ville aux alentours, et que les habitants sont pas super joyeux à l'idée qu'il aille retourner dans ce manoir. En plus de ça, il va commencer à voir une dame en noir qui se balade un peu partout et qui fait grave flipper, d'où le nom du roman, et évidemment d'autres phénomènes mystérieux vont venir s'y ajouter. Comme je vous l'avais dit, malgré le fait que le film était présenté comme un film d'horreur alors qu'il ne faisait pas du tout peur, j'avais bien aimé, et du coup je savais à quoi m'attendre avec ce livre-là, je savais qu'on n'allait pas être sur un livre vraiment d'horreur qui allait faire peur. Donc effectivement, j'ai vraiment pas été déçue, j'ai adoré ce livre et surtout son ambiance. Il y a vraiment une atmosphère très spéciale dans ce livre qui nous transporte. On a de grandes descriptions du manoir ancien et poussiéreux, du marais aux alentours, du temps pluvieux, de la brume, même du gros brouillard à couper au couteau où on ne voit plus rien autour. C'est vraiment un livre d'atmosphère, il est très court. Il ne se passe pas forcément énormément d'action, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des éléments horrifiques très perturbants, c'est pas vraiment le cas. Même si évidemment à la fin les événements s'enchaînent un peu plus, et on ressent bien l'isolement du personnage, et j'ai bien aimé sa psychologie et sa façon de penser. C'est une histoire assez classique de fantômes, mais j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit, j'ai aimé le style de l'autrice qui me fait penser un peu à du Edgar Allan Poe. Après j'aime aussi beaucoup l'époque, le début du XXe siècle, là c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Donc vraiment moi j'ai adoré ce livre. On passe du coq à l'âne puisque j'ai lu le tome 2 de Billy Brouillard, le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans une vidéo et également sur notre site pugoscope.fr puisque j'en ai fait un article. C'est une BD des éditions Soleil, écrite par Guillaume Bianco dans la collection Métamorphose. Billy Brouillard, c'est un petit garçon qui a le don de trouble vue, c'est-à-dire que quand il enlève ses lunettes, il a la faculté de voir ce que les adultes ne voient pas ou plus, c'est-à-dire les monstres, les créatures, les fantômes et tout un tas de choses mystérieuses comme ça. Mais c'est avant tout un petit garçon qui aime bien embêter sa sœur, qui aime bien partir à l'aventure dehors, s'inventer des histoires et vadrouiller avec son chat Tarzan. Sauf qu'évidemment, son chat Tarzan va mourir très tôt dans le tome 1, et va s'en suivre tout un questionnement autour du deuil, autour de la mort, et il va tenter de tout faire pour ressusciter son chat, et il va même le demander au Père Noël. C'est pour ça qu'on a le Père Noël dans le tome 2. Donc là on poursuit l'histoire, je vais pas en dire plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. On continue d'être dans vraiment ce côté très atypique, original, un peu sombre et macabre, mais pas effrayant du tout. On a toujours ces illustrations griffonnées et brouillonnes qui font un peu penser au dessin de Tim Burton que j'aime vraiment beaucoup. On a des petits éléments d'encyclopédie curieuse et bizarre de Billy Brouillard qui vont nous parler de certaines créatures en détail. C'est vraiment des BD sous forme presque de cabinet de curiosité, j'aime vraiment beaucoup. La mise en page est top, l'objet livre est super beau. Bref, si vous connaissez pas encore Billy Brouillard, je sais pas ce que vous attendez. En tout cas, moi pour Noël, j'ai eu le tome 3 et j'ai très hâte de le lire. J'ai enfin pu lire le tome 5 de Millennium, la fille qui rend des coups pour coups par David Lagerkrantz. Comme beaucoup, moi, à l'époque, j'avais adoré la trilogie Millennium de Stieg Larsson. On y suivait le personnage de Lisbeth Salander, une hackeuse originale et assez marginale, mais très asociale aussi,
s'allier avec le journaliste très connu Mikael Blomqvist, donc ça se passe en Suède, je le rappelle, et ils enquêtaient tous les deux sur des meurtres de femmes assez violents. Et également sur le passé de Lisbeth, parce que voilà, il y avait tout un truc sur le passé de Lisbeth. C'était une trilogie qui se suffisait à elle-même, qui avait un début, une fin, et vraiment quelque chose de cohérent du début à la fin, une bonne histoire, c'était génial, hein, on va pas revenir là-dessus. Malheureusement, l'auteur est décédé, et du coup, en 2015, David Lagerkrantz, qui est un journaliste et un auteur également, a repris le flambeau et nous a proposé un tome 4, qui s'appelait « Ce qui ne me tue pas », que j'avais bien aimé, mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à rajouter un tome 4. On avait une histoire intéressante, mais pas dingo non plus, on n'y voyait pas assez le personnage de Lisbeth. Ouais, tout bêtement, c'était une histoire beaucoup moins intéressante que celle de la trilogie. Mais ça se lisait quand même bien, et du coup là en 2017, le tome 5 est sorti, et je l'ai acheté quand même pour voir ce que ça donnait. Dans ce tome 5, on va un peu suivre les événements qui se sont passés dans le tome 4, donc je vais pas trop en parler pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas lu le tome 4. Mais là, grosso modo, on va avoir une nouvelle histoire, une nouvelle enquête qui va concerner des expériences scientifiques qui ont eu lieu sur des enfants. Et là, encore une fois, on va avoir un lien avec le passé de Lisbeth. Voilà, j'en dis pas plus. Là encore, j'ai bien aimé ma lecture, hein, c'était fluide, ça se lisait vite. On retrouve l'auteur qui a un style d'écriture assez journalistique, hein, c'est précis, on s'ennuie pas, c'est au moins ça. Et puis on a des thèmes abordés qui sont intéressants, on va avoir le thème de la prison, on va avoir un questionnement sur évidemment le droit des femmes et la radicalisation islamiste. C'était plutôt bien abordé et j'ai bien aimé les questions que ça posait. Mais l'histoire en tant que telle, elle a pas d'intérêt. Elle a pas d'intérêt par rapport à la trilogie originale, elle apporte rien de plus. Cette histoire de pseudo-expérience scientifique, même si elle paraît plausible et pas tirée par les cheveux, elle apporte rien, y a pas d'enjeu et on se sent pas du tout investi dans ce tome. Le truc c'est que avec la trilogie originale, l'auteur savait où il allait. Il y avait un tome 1 qui allait dans une direction, mais c'était pour nous amener quelque part dans le tome 3. Il y avait vraiment un fil rouge qui reliait les trois. Et là, avec le tome 4 et le tome 5, c'est pas le cas. On a vraiment cette sensation de greffe, de rajout, de qu'est-ce qu'on peut rajouter encore avec le passé de Lisbeth, etc. Et c'est un peu lourd. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas s'il y aura un tome 6, je le lirai très certainement, mais voilà, c'est un peu pouf pouf. J'ai ensuite lu Nosferatu de Joe Hill. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, il est également auteur et il travaille également les thèmes de l'horreur, du fantastique. J'avais déjà pu lire un autre de ses romans et puis un recueil de nouvelles et j'avais vraiment beaucoup aimé, il a vraiment un bon style, c'est vraiment le digne fils de son père. Et du coup celui-là me faisait assez envie puisqu'il est sur le thème de Noël, mais de façon horrifique. On va suivre le personnage de Vic, qui est une enfant qui, grâce à son vélo, peut traverser un pont derrière chez elle, qui l'emmène exactement là où elle a besoin d'aller. Ce pont, elle est pas sûre de savoir s'il existe vraiment, ou s'il est dans sa tête, ou s'il est cinglé. En parallèle, on a le personnage de Charlie Manx qui lui est un vieux monsieur qui lui aussi a un pouvoir particulier, c'est que grâce à sa Rolls-Royce, eh bien, il peut kidnapper des enfants et les emmener joyeusement dans son monde à lui qui s'appelle Christmasland, un monde où on fête Noël tous les jours, mais c'est pas cool en fait. Vic va faire la rencontre de ce Charlie Manx et cette rencontre va la marquer toute sa vie jusqu'à ce que tout recommence à nouveau 20 ou 30 années plus tard et où elle doit à nouveau l'affronter. C'est assez difficile de résumer ce livre parce que j'ai pas envie de spoiler et puis parce qu'il est assez dense. On a deux temporalités qui fonctionnent en même temps, puisqu'on va suivre la jeunesse de Vic et en même temps on va la voir 20 ou 30 ans plus tard alors qu'elle-même est devenue mère. Donc vraiment on a énormément d'années sur ce livre, et c'est pour ça aussi que c'est une bonne grosse brique, hein, il fait presque 800 pages. J'ai vraiment apprécié cette lecture, mais j'ai mis du temps à le lire parce qu'effectivement il est assez dense. Je l'ai bien aimé, mais il faut quand même du temps pour le lire. L'univers est vraiment intéressant et bien développé, de la même façon que la psychologie des personnages. Mais surtout, voilà, le point fort, c'est vraiment l'originalité du thème traité. Puisqu'on y parle du pouvoir de l'imagination, vous l'aurez compris, qui va permettre à certaines personnes de moduler la réalité,
de la façon qu'ils veulent, moyennant un certain coût physique. Les personnages sont vraiment hyper crédibles et attachants, ils sont ni bons ni mauvais. Vic n'est pas un stéréotype d'héroïne, vraiment c'est quelqu'un qui a une vie difficile, qui a pas forcément toujours fait les bons choix, et j'ai vraiment bien aimé ça, le fait qu'on ait voilà des personnages ni tout blancs ni tout noirs. Bon, on a quand même Charlie Manx qui est un bon gros psychopathe bien horrible et bien flippant. Le style d'écriture de Joe Hill est vraiment chouette, il est percutant, il a un côté très cru, très brut, un peu vulgaire parfois, donc voilà, méfiez-vous si vous aimez pas trop les gros mots et tout, parce que il y en a quand même pas mal dans le livre. Et il arrive vraiment à pervertir Noël et à faire en sorte qu'on n'a plus du tout envie de fêter Noël après ça. Il nous en donne vraiment une vision cauchemardesque, que ce soit les décorations, le Père Noël, les costumes, les chansons, les chants de Noël, tout ce qui a trait à Noël devient horrible, glaçant et flippant. Donc si vous aimez le côté mignon et joyeux de Noël, c'est pas dans ce livre que vous allez le trouver, ça c'est sûr. Donc c'était un très bon livre que je recommande. On arrive à la fin avec le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé hier soir, c'est Shining de Stephen King. Vous savez, Stephen King, j'aime beaucoup, c'est un de mes auteurs préférés. Shining, j'ai vu le film adapté par Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, évidemment, qui nous fait toujours flipper quand on y pense, et qui était une des meilleures adaptations de Stephen King, je pense, et du coup, je n'avais toujours pas lu le livre et il était temps quand même. On y suit la famille Torrance, composée de Wendy, la maman, de Jack, qui est donc interprété par Jack Nicholson dans le film, qui est un écrivain raté, alcoolique et assez violent, et Danny, qui est un petit garçon très mature pour son âge, très intelligent et qui possède le don. Le don, ça va être le côté fantastique du livre, c'est-à-dire qu'il a la faculté d'avoir des prémonitions, des visions de ce qui va se passer. Et donc Jack va être embauché pour être le gardien d'un hôtel de luxe qui s'appelle l'Overlook Palace, un hôtel perdu dans la montagne et qui ferme tous les hivers puisque évidemment période hivernale, il y a de la neige partout et plus personne peut y accéder. Donc lui et sa famille vont se retrouver à garder cet hôtel en bon état pendant toute la durée de l'hiver. Sauf que c'est un hôtel où il s'est passé pas mal de choses, c'est un hôtel qui a vraiment une histoire, une aura pas très joyeuse, et Danny le sent bien quand il arrive dans l'hôtel. Et ces histoires de l'hôtel vont commencer à surgir au fil des mois, à prendre de plus en plus d'ampleur, à devenir des vrais fantômes flippants et à prendre une tournure assez tragique jusqu'à la fin du roman. J'ai vraiment aimé déjà le côté isolement. Hein. Moi déjà, si on me vend une histoire où il y a quelqu'un ou 3 personnes qui sont isolées dans un hôtel perdu dans les montagnes, moi déjà ça me fait super envie, ça me vend du rêve. Hein. Comme toujours, Stephen King est hyper doué pour construire des personnages vraiment intéressants, avec une psychologie vraiment complexe, mais pour autant facile à suivre et à comprendre. Voilà, les 3 personnages sont vraiment hyper intéressants, et même les autres, les personnages secondaires. Le petit Danny est vraiment adorable, il est super intelligent alors qu'il est tout petit, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Évidemment, Jack... il fait flipper, hein. C'est un personnage assez vraiment horrible, hein. On l'aime pas, ce personnage. Il est violent, il est alcoolique, il est naze, et il est persuadé de pas être un salaud et d'être quelqu'un de bien malgré tout, et il arrête pas de rejeter la faute sur tous les autres, et c'est assez insupportable. Et au fur et à mesure du temps, évidemment, tous ces traits de caractère négatifs vont s'amplifier jusqu'à atteindre évidemment un point assez horrifique dans le roman. Le suspense augmente progressivement comme Stephen King sait si bien le faire, la part de fantastique elle est là, mais elle est pas trop présente non plus, elle empiète pas sur le reste. Les éléments horrifiques, ils sont là mais quand même beaucoup moins présents que dans d'autres livres de Stephen King. On a moins de scènes de violence, même si on a quand même voilà des passages pas forcément faciles à lire. Voilà, ça c'est tous les livres que j'ai lus pour le Cold Winter Challenge 2017. Je suis contente d'avoir lu tout ça, j'ai fait de bonnes découvertes et c'était vraiment très chouette. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Vous les trouverez là-bas.
Donc je vais vous prendre... Non. Vous avez déjà parlé du tome... Oh vache. Bien aimé, londonien, qui va se rendre à Guerkrantz, et c'est Actes du Sud. Chaud.